De nombreux accidents de la route sont dus à des infractions graves au code de la route. Les conséquences peuvent être dramatiques pour les personnes. Mais les conducteurs imprudents savent-ils vraiment ce qu'ils risquent en enfreignant les règles de la sécurité routière? Pour en savoir plus, nous recevons le capitaine Nicolas, responsable adjoint de l'escadron départemental de sécurité routière de Saône-et-Loire. Bonjour capitaine. Bonjour. Nul n'est censé ignorer la loi, qui est un adage romain, donc ça date pas d'hier. Ceci étant, aujourd'hui, avec toutes les actions qui sont menées durant toute la période scolaire, que ce soit le permis piéton, le 10 de conduite, là nous avons une action qui va se dérouler au niveau des lycéens de seconde. Les connaissances de la circulation routière, tout le monde les connaît plus ou moins, sachant que vous avez des parents avant vous, et vos parents circulent en grande majorité en véhicule. Donc on peut dire que grosso modo, si ce n'est quelques panneaux très spécifiques et quelques règles très particulières, mais dans l'ensemble, tout le monde connaît les règles de la circulation routière. On sait qu'il y a plusieurs classes d'infractions au code de la route. Quelles sont les plus courantes ? Alors les plus courantes sont les contraventions. Vous avez deux panels, vous avez les contraventions qui sont définies par règlement par l'autorité administrative et vous avez tout ce qui va concerner les délits routiers, donc les infractions les plus graves et à partir de ce moment-là, c'est devant la justice qu'il faudra en répondre. Donc les plus courantes, ce sont des contraventions, donc de petites contraventions en général, pour ce qui est par exemple de la vitesse. Le plus gros volume sont des contraventions de 3e ou 4e classe, donc c'est simplement une amende. La vitesse est l'une des principales causes de mortalité routière. Quel est le plus gros excès de vitesse que vous ayez flashé ? Juste deux choses, la vitesse c'est à la fois effectivement une infraction seule, générique, et c'est également ce qui va aggraver une autre infraction. On va savoir par exemple l'infraction de vitesse, oui, mais lorsque vous avez un accident, c'est souvent le défaut de maîtrise de la vitesse du véhicule qui est retenu. Et à titre personnel, dans ma carrière, la vitesse la plus élevée c'était 247. Un excès de vitesse plus de 30 km/h peut entraîner le retrait immédiat du permis de conduire et la confiscation du véhicule. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi une telle sanction et quelle est la procédure ? Dès 40 km/h constaté, mais retenu surtout au-dessus de la vitesse légale. À partir de ce moment-là, le permis de conduire est retenu immédiatement sur place par les forces de l'ordre, sachant que ça c'est une mesure conservatoire administrative qui viendra, non pas se cumuler, mais le pendant, en fait, qui va venir avec la sanction judiciaire. Et vous avez au-delà de 50 km/h la possibilité, alors ça dépend aussi des parquetiers à l'époque, parce que c'était une immobilisation judiciaire, le fait de prendre immédiatement le véhicule et de le mettre en fourrière. Alors c'était pas souvent le cas, et pour pallier à cette problématique, c'est l'autorité administrative, donc c'est le préfet du département. Nous, on immobilise tout de suite la voiture pendant un délai de 7 jours sous l'autorité du préfet. Donc la personne perd son permis provisoirement pour un délai de 72 heures, mais elle perd aussi sa voiture pour un délai de 7 jours. Vous avez du matériel spécialisé pour surveiller à quelle vitesse roulent les automobilistes. Quelle est la différence entre le radar embarqué et le cinémomètre ? Alors en fait, ils sont synonymes. Il y a une particularité, c'est que maintenant nous avons des radars qui sont implantés dans des véhicules qui eux sont en mouvement. Donc la marge, ce qu'on appelle la marge technique, donc entre la vitesse qui va être enregistrée et la vitesse retenue va être différente. Dès l'instant que le véhicule est en mouvement, elle est plus importante. Donc il faudra rouler plus vite pour être en infraction en fait. Pour le radar fixe, il est étalonné. Il y a une marge technique également, mais elle est plus restreinte. Ce qui fait que, étant donné que l'objet est fixe, il prend l'objet en mouvement. C'est un système laser, tout simplement, qui calcule plusieurs millions de fois à la seconde et qui permet de déterminer la vitesse du véhicule. Donc, la latitude est plus grande lorsque le radar est dans une voiture, puisque le véhicule circule, et elle est plus restreinte lorsque c'est un radar fixe. Selon les statistiques, les hommes provoqueraient plus d'accidents de la route. Quel est le profil des personnes que vous arrêtez le plus souvent pour excès de vitesse ? Alors les hommes sont responsables des accidents de circulation routière plus que les femmes, et c'est vrai. Alors il y a plusieurs explications, je veux bien me lancer dans une qui me paraît plutôt pertinente. C'est le manque de maturité, il ne faut pas le dire, mais les garçons, moi j'ai 47 ans, je suis toujours un enfant. Voilà, les filles sont mûres plus tôt. À la décharge des hommes, physiologiquement, le cortex préfrontal va se finaliser plus tard, vers 25 ans. Il met plus de temps que les filles. Alors ça, c'est l'explication qu'on s'est caché un petit peu, mais ça rentre en compte quand même. Et puis, il y a, comme on disait, l'effet de groupe, l'effet de bande, l'effet de copain. Dès l'instant qu'on est dans une soirée et puis on propose un verre, etc., la question va se poser, comment dire non ?
Comment dire non? C'est très difficile de dire non. Quand on dit oui, tout le monde est content. Et quand on dit non, on va devoir se justifier. Pourquoi on doit dire non? En fait, on n'a pas besoin de se justifier. Non, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie. Ah t'es pas un bon copain, un bon camarade. Si c'est ton avis, c'est que tu n'es pas un bon camarade pour moi. Donc oui, statistiquement, les hommes commettent plus d'infractions et en général, ils sont dans la tranche d'âge 18-34 ou 18-24 pour être plus précis, et 34 si on pousse pour certaines infractions. Pourquoi? Parce qu'ils ont un comportement à risque. C'est pareil, si on vous interdit tout à la maison, ça peut pas fonctionner. Parce que c'est interdit, on va chercher justement à s'affranchir des règles de la maison pour faire autre chose. Mais la règle au sens le plus large, que ce soit la loi ou les règlements pris par l'autorité administrative ou par le Parlement ou les règles chez vous, c'est pas forcément pour ennuyer tout le monde, c'est parce que ça nous permet ce qu'on appelle de faire société. Ça nous permet tous de vivre ensemble, tout simplement. L'alcool est également responsable de nombreux accidents. Pouvez-vous nous rappeler les règles et les sanctions que nous risquons si nous sommes contrôlés positifs? Et effectivement, l'alcool pose des difficultés à plusieurs égards. Le premier, c'est culturel en France. On consomme de l'alcool. Avant, il n'y avait pas de seuil. Le seuil de mémoire, il arrive vers 1954, où on dit finalement, consommer beaucoup d'alcool, ça peut peut-être poser des problèmes. Donc les seuils vont varier, ils vont d'abord être très hauts, et puis au fur et à mesure des années, ça baisse, et puis vous avez la loi E20, contre les consommations devant des mineurs, etc., de l'alcool. Et aujourd'hui, vous avez deux moyens de contrôler l'alcool pour nous, principalement, c'est soit la prise de sang, qui va nous donner un grammage d'alcool par litre de sang, soit par un éthylotest, qui va simplement nous dire si oui ou non vous avez consommé de l'alcool, et après on vous passe à ce qu'on appelle à l'éthylomètre, et l'éthylomètre est une invention britannique. Et l'éthylomètre, en fait, va nous donner des milligrammes par litre d'air expiré, donc ce que vous avez dans les alvéoles. 0,5 grammes, c'est la limite pour basculer dans le délictuel, et 0,25 donc en milligrammes. Alors tout ça, ça fait un peu abstrait, ça fait un peu marchand, épicerie, etc. Mais il faut savoir que vous avez des contraventions, donc des amendes. Vous payez une somme d'argent au trésor public avec un retrait de 6 points, ce qui n'est pas rien. Et après, vous avez des délits, où là, en l'occurrence, le permis de conduire va être retenu sur place. Vous encourez également 6 points de retrait de votre permis et une peine d'amende principalement. Alors c'est soit ça, soit la mise en place de mesures alternatives aux poursuites à travers des stages de sensibilisation à la sécurité routière, des stages de sensibilisation à la consommation de produits stupéfiants par exemple. Et juste en digression, le produit le plus consommé par tout le monde en France, c'est le cannabis, c'est évident, mais pas que chez nous, un peu partout en Europe, alors que la France est quand même la championne de la répression en matière de cannabis, mais nous sommes aussi champions parce que c'est nous qui avons la plus grosse consommation de cannabis en Europe. Donc là, il y a ce qu'on appelle une antinomie. Il y a un problème qu'il faudra un jour ou l'autre prendre à bas-le-corps, parce que c'est pas qu'un problème de sécurité routière, c'est aussi un problème de santé publique. Et à partir de là, les politiques auront à en tirer toutes les conséquences. La consommation de stupéfiants, c'est-à-dire de drogue, peut également être contrôlée. Pouvez-vous nous expliquer dans quel cas et comment vous faites ? Le problème des stupéfiants, c'est posé comment on va pouvoir discriminer les produits stupéfiants, sachant qu'il existe des drogues naturelles, des drogues de synthèse, que ça évolue en permanence. Donc le choix a été porté pour le cannabis, ce qu'on appelle donc après la cocaïne, les opiacés, donc l'héroïne, les dérivés, et ce qu'on appelle le LSD en fait, qui est une molécule synthétique. Donc nous, c'est ce qu'on recherche dans le spectre de nos contrôles, sachant qu'au départ, c'était possible le dépistage simplement pour les accidents, et maintenant, c'est à la discrétion du militaire, ou du fonctionnaire de police qui va vous contrôler. C'est-à-dire que moi, j'ai donné comme consigne, dès qu'on contrôle quelqu'un, il y a forcément un dépistage d'alcoolémie, un dépistage de produits stupéfiants. La différence de l'infraction avec le produit stupéfiant, exemple le cannabis, c'est une substance liposoluble, alors ça, voilà, mais en fait, bref, ça se stocke dans vos graisses, même quand vous êtes beau, sportif et intelligent comme vous, eh bien, vous allez avoir une ivresse cannabinoïde qui va survenir lorsque votre corps va consommer vos graisses. Donc ça peut survenir plusieurs heures, voire plusieurs jours a posteriori après, et du coup, vous pouvez vous retrouver positif. Alors, deux moyens pour nous. Sur le bord de la route, c'est très simple. On a passé des marchés publics avec des sociétés qui fabriquent des tests de dépistage et après, on fait des prélèvements, donc buccaux, par la bouche, avec des écouvillons stériles. Soit la prise de sang, mais lorsque vous subissez un test et qui s'avère positif, vous êtes en droit de demander une contre-expertise et à partir de là, c'est direction l'hôpital pour une prise de sang. Les jeunes adoptent parfois des comportements dangereux sur la route. Quels sont ceux que vous observez le plus souvent ? Le plus souvent, puisque c'est les thématiques récurrentes et pour lesquelles on donne des directives assez strictes, c'est donc la vitesse, les conduites addictives, donc l'alcool et les stupéfiants, ce sont les trois qu'on recherche principalement. Mais ceci étant, il faut aussi associer les problématiques liées, par exemple, à l'usage du téléphone ou aux distracteurs de conduite, dans le sens le plus large, parce que vous avez, sans vouloir jeter l'opprobre sur les chauffeurs routiers, mais vous avez des chauffeurs routiers qui circulent sur l'autoroute, c'est tout droit, pas grand-chose à faire, et qui regardent un film en même temps. Il faut savoir quand même que
97% des accidents, je vous parle de la statistique 2022 de l'Observatoire national qui est paru récemment, c'est lié à l'humain. C'est pas le facteur mécanique en lui-même de la voiture, du poids lourd, de la moto, c'est le facteur humain. Est-ce que les conducteurs de véhicules sans permis peuvent être sanctionnés quand ils ne respectent pas le code de la route? Et si oui, comment? Alors oui, c'est pas parce qu'on a une voiturette que nous sommes en vélo que nous sommes dédouanés des dispositions du code de la route ou même les piétons. Je rappelle que si, pour nous ce n'est pas notre thématique, mais il y a des infractions qui sont prévues pour les piétons qui traversent à moins de 50 mètres d'un passage piéton. C'est une infraction. Il faut savoir qu'une alcoolémie sur un cycliste, c'est possible. Sur un conducteur de voiturette, il n'y a pas le permis, mais on peut faire quand même une alcoolémie, c'est prévu. Arrive-t-il souvent que des délinquants de la route soient condamnés à une peine de prison dans notre département? Alors dans le département, je suis pas là depuis assez longtemps pour aller compulser les minutes du tribunal, mais sachez que le contentieux, donc l'activité sécurité routière pour un tribunal judiciaire classique, c'est entre 40 et 50% de son activité. Il y a eu une baisse durant le confinement puisque ce sont les violences intrafamiliales qui ont pris le dessus, toujours sur fond d'alcool, énormément sous fond d'alcool. Et dans le département, oui, ça arrive, mais c'est principalement pour les gens qui sont, on appelle des récidivistes. Donc ce sont des gens qui cumulent les infractions sur plusieurs années principalement et qui ont un lourd passif, qui ont des difficultés au changement, et elles peuvent être nombreuses. C'est une raison pour laquelle les services, parfois, ils font ce qu'on appelle un entretien motivationnel chez un professionnel. Bien souvent, c'est psychologue ou bien psychiatre. Et en fait, rien que d'aller voir quelqu'un pour nous aider, c'est déjà faire un premier pas vers le changement. Pour finir, auriez-vous une anecdote ou un événement marquant à nous raconter? Oui, j'en ai une qui est plutôt marrante. J'ai tendu une fois un éthylotest à un contrevenant. Enfin, je veux dire, dès qu'il a ouvert la vitre, on a senti les émanations d'alcool. On s'est tous dit qu'il fallait pas fumer, sinon on allait tous exploser. Et lorsque je lui tends l'éthylotest, il le prend et il fait comme s'il buvait. Et j'ai trouvé ça très drôle, avant qu'il soit placé en garde à vue. Nous vous remercions, capitaine Nicolas, pour toutes ces précisions et nous espérons que les auditeurs de Radio Aléo qui nous écouteront en voiture pourront, grâce à cette interview, adopter une conduite prudente. N'hésitez pas à réécouter cette émission sur le site radioaléo.eu.